Bonjour à toutes et à tous. L'Université de Genève, c'est aujourd'hui 18 000 étudiants, c'est 6 500 collaboratrices et collaborateurs. Comme toutes les autres universités à travers le monde, on a été touchés par la pandémie. Nous avons été amenés à fermer formellement notre université le 16 mars. Et ça a été évidemment un événement important pour l'ensemble de notre communauté, puisque du jour au lendemain, quasiment, on a passé à l'enseignement à distance pour la totalité de nos cours. L'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs ont passé au télétravail et nous avons été amenés aussi à supprimer l'ensemble des événements publics qui avaient été prévus pour le semestre de printemps. Donc un événement majeur caractérisé par un certain nombre de spécificités quand même. Tout d'abord évidemment la durée de cette pandémie, de la crise. On était préparé en termes institutionnels parce qu'on avait une cellule de crise qui était déjà formellement installée. Mais c'était une durée qui était relativement importante, qu'on n'avait jamais connue dans le passé. C'est quasiment 2 mois de confinement. Aujourd'hui, on est en train de préparer le déconfinement progressif. Donc la durée de la crise est un caractère tout à fait particulier. Mais aussi le fait que c'était une crise qui venait de l'extérieur. En quelque sorte, c'est quelque chose qui a aussi soudé l'ensemble de notre communauté pour faire face à cet événement exceptionnel. Et je dois dire effectivement que l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, de nos étudiantes et de nos étudiants ont fait preuve d'une résilience tout à fait remarquable. En termes de calendrier, donc la première chose que nous avons dû faire, c'est le passage aux enseignements en ligne, à distance, le télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Et ça a été évidemment des événements importants qui nous ont marqués quasiment jusqu'à aujourd'hui, avec cette capacité véritablement à s'adapter à ces circonstances très, très particulières. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le déconfinement. C'est aussi une mise en place progressive de ce déconfinement. Le 27 avril, les équipes de recherche vont pouvoir revenir progressivement dans nos locaux pour pouvoir préparer la reprise des activités. À partir du 11 mai, la recherche dans les laboratoires en particulier va redémarrer et formellement le 8 juin, les enseignements en présentiel pourraient, le cas échéant, redémarrer. C'est aussi évidemment en particulier intéressant et important pour notre formation continue. À travers cette crise, il y a un certain nombre de valeurs qui ont été mises en évidence et qui vont marquer durablement notre institution. Tout d'abord, évidemment, c'est le fait que nous avons toujours suivi de très près l'ensemble des directives qui nous étaient données par les autorités fédérales et les autorités cantonales. C'est un élément extrêmement important qui nous a permis souvent d'anticiper ce qui allait nous arriver. Donc le 16 mars, au moment où le confinement, le semi-confinement est décrété, nous sommes prêts parce que nous avons effectivement suivi le développement au niveau de la politique sanitaire, au niveau suisse et au niveau genevois. C'est aussi immédiatement des valeurs fortes de bienveillance à l'égard notamment de nos collaboratrices et nos collaborateurs, à travers aussi nos étudiantes et nos étudiants, la confiance qui s'est instaurée, un élément effectivement d'unité qui a été mis en place. Des éléments qui sont vraiment aujourd'hui des valeurs fortes pour l'ensemble de l'institution, et puis le caractère de subsidiarité, c'est-à-dire en l'occurrence on avait une cellule de crise qui était installée au niveau du rectorat de l'Université de Genève, composée de 5 personnes, mais en même temps des cellules de crise qui se sont mises en place dans l'ensemble des divisions d'ICASTER qui ont mis en œuvre en particulier l'enseignement à distance, le télétravail, l'ensemble des éléments qu'on a dû mettre en place pour le télétravail en particulier. Donc ça, ce sont des valeurs qui nous ont portés à travers cette crise et qui vont durablement nous marquer pour les années à venir. Donc on a évidemment dû aussi gérer l'ensemble des impacts de cette pandémie. Ça a été la mise en place de mesures par rapport aux examens à venir, c'est le soutien aux étudiants, mais c'est aussi évidemment un soutien important qu'on a mis en place par rapport à nos jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui ont été impactés évidemment par le fait que d'une part, ils n'avaient plus accès aux ressources de la bibliothèque, ils n'avaient plus accès au laboratoire. Et pour ces jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, on a essayé de mettre en place des mesures qui permettent d'une part de prolonger en quelque sorte les contrats dont ils disposaient pour effectuer leur recherche, mais également faire en sorte que l'ensemble des chercheuses et chercheurs, quel que soit leur statut, soient traités de manière parfaitement équitable les uns par rapport aux autres. Les sources de financement ne sont pas les mêmes, mais le principe qui nous a guidés, c'est l'équité. La gestion de cette crise tout à fait particulière de par son ampleur et sa durée a nécessité la mise sur pied en fait, d'un dispositif bien particulier, un dispositif ad hoc, qui se construit dès le départ sur la base de la cellule de crise institutionnelle, qui est une cellule qui existe en continu, qui est en veille permanente dans l'institution, et qui s'est très rapidement mobilisée et réunie, et ce dès le début de la crise, au début du mois de mars. Cette cellule, elle est composée d'un tout petit nombre de membres. Le recteur, la directrice du service juridique, le directeur de la communication, le secrétaire général. Mais cette cellule peut faire appel en tout temps
à toute compétence nécessaire. Alors, le but, en fait, de cette cellule, il est double. C'est d'une part de relayer et de récolter toute l'information nécessaire pour la gestion de la crise. Cette information qui provient tant des autorités, qu'elles soient politiques ou sanitaires, que de l'intérieur de la maison, en fait, l'information qui est finalement produite par l'ensemble des équipes qui travaillent au quotidien sur la gestion de la crise. Et ce, que ce soit au travers de groupes de travail ad hoc ou de cellules de crise spécifiques qui s'intéressent à des domaines précis. L'informatique, les bâtiments, les bibliothèques et j'en passe. Puis l'autre but, évidemment, de la cellule de crise, c'est de pouvoir prendre des décisions de manière extrêmement rapide, et ce, sous la haute autorité du rectorat. Alors, une des caractéristiques de ce dispositif de gestion de crise, donc ces cellules, ces groupes de travail ad hoc, c'est son caractère évolutif, adaptatif. Il est fondamental que le dispositif puisse s'adapter continuellement aux besoins qui se font jour dans la gestion de cette crise qui, je l'ai dit, dure. Typiquement, cette adaptabilité, elle se traduit par le fait qu'on peut activer ou désactiver très rapidement des groupes de travail. L'autre caractéristique de ce dispositif de gestion de crise, c'est la grande importance qu'il accorde à la distribution des tâches et des responsabilités. La responsabilité, la définition de la politique générale de la gestion de la crise, elle est du ressort du rectorat et de la cellule de crise institutionnelle. Mais cette définition, elle est nourrie par le travail des cellules ad hoc et des groupes de travail ad hoc. Et puis, la mise en œuvre, bien entendu, de cette politique, elle est déléguée aux hiérarchies, à toutes les hiérarchies de l'institution. Finalement, un dernier élément extrêmement important, c'est celui de la confiance. Pour que ce dispositif puisse fonctionner correctement, il faut de la confiance entre les membres de ces différentes cellules, de ces différents groupes, confiance qui fort heureusement existe dans le dispositif, et la confiance qui doit exister et qui là aussi fort heureusement existe entre les responsables en fait de l'institution et les autorités politiques et sanitaires. Et cette confiance, elle est nécessaire pour permettre effectivement de la fluidité, de l'efficacité et surtout de la réactivité qu'impose la gestion d'une crise de l'ampleur que l'on vit aujourd'hui. La communication joue évidemment un rôle déterminant dans une crise comme celle-ci. Elle doit répondre à des principes assez simples. Il faut une communication rapide, constante, exhaustive et transparente. On se doit de donner à l'ensemble de la communauté l'information dont on dispose. Un des buts essentiels de cette communication, c'est évidemment de réduire l'incertitude. Dans une crise comme celle-ci, l'incertitude est énorme auprès de l'ensemble des membres de la communauté et chaque fois qu'il est possible de la réduire, il faut le faire. On l'a fait en fixant des échéances, en déterminant très rapidement les grands principes sur les grands chantiers à venir et en annonçant les dates, généralement à une semaine d'écart, auxquelles les détails qui accompagneraient la mise en œuvre de ces principes seraient disponibles. Deuxième point, la communication est celle qui s'adresse à une communauté dans son ensemble. L'université, c'est 25 000 personnes, c'est des étudiantes et des étudiants, des collaboratrices, des collaborateurs, il y a des enseignants, des enseignantes, du personnel administratif et technique. Tous ces gens partagent dans une crise comme celle-ci un destin commun. Et il était très important, dans l'essentiel de nos communications, de s'adresser à l'ensemble de cette communauté, quitte à ce que certaines informations ne soient destinées qu'à une partie de cette communauté. Mais il était important de les partager et il était important que ce soit le recteur qui incarne cette université, qui partage ces informations avec l'ensemble de la communauté. En termes d'efficience, on a fait très attention à avoir une communication centralisée. Le nombre d'informations nécessaires, les enjeux multiples d'une crise comme celle-ci poussent évidemment énormément de services, de divisions, de facultés à diffuser de l'information, ce qu'elles doivent faire. Mais il était important d'avoir un point focal, un point de référence. Donc on a immédiatement, dès le 5 mars, ouvert un site internet qui est devenu le point de référence des éléments liés à la crise du coronavirus, qui a très vite trouvé son public en dépassant les 50 000 visiteurs uniques en quelques semaines, c'est-à-dire 2 fois plus que le nombre de membres de notre communauté. Et c'est un site qui a fonctionné parce qu'il repose sur la promesse tenue d'une mise à jour constante, continue. Dernier point, cette communication a travaillé en utilisant l'entier des canaux disponibles pour l'Université de Genève, c'est-à-dire de l'affichage, comme on en a mis dans l'entier des bâtiments pour toucher tout le public, y compris non universitaires qui se trouvaient dans nos bâtiments, une application qu'on a utilisée pour lancer des alertes dans les moments importants, les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi la mutation en ligne du journal de l'université, qui s'est transformé en une newsletter hebdomadaire et qui a permis de maintenir un flux constant d'informations, auquel s'ajoute évidemment l'utilisation massive des emails qui ont permis d'atteindre de façon ciblée l'entier de la communauté.
Ainsi que l'a mentionné notre recteur tout à l'heure, pour faire face à cette situation de fermeture de notre université, nous avons eu recours massivement à la mise sur pied du télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices dont l'activité le permettait, afin de pouvoir permettre la continuité de nos activités malgré la situation tout à fait particulière que nous traversions. Je crois qu'on peut être fier de voir avec quelle rapidité on a réussi à passer d'un mode traditionnel de fonctionnement à un mode télétravail massif. Et si ce changement a pu se faire aussi rapidement, c'est, je dirais, grâce à deux éléments. Un soutien important des services informatiques qui a vraiment été un support très fort pour permettre aux gens qui se trouvent un petit peu perdus chez eux et de pouvoir se connecter et répondre aux besoins qu'ils rencontraient. Et ça nous a aussi été facilité par le fait que pour le personnel administratif et technique, nous avions déjà initié une phase pilote de télétravail qui fait que déjà un certain nombre de nos collaborateurs s'étaient rodés sur ce mode de fonctionnement. À côté de cet aspect tout à fait positif, il a fallu aussi faire preuve de souplesse et de compréhension par rapport aux situations diversifiées que nos collaborateurs et nos collaboratrices pouvaient rencontrer dans le cadre de ce télétravail. Vous n'êtes pas dans la même situation si vous êtes tranquille chez vous tout seul que si vous avez des charges de famille, un proche malade ou que, par exemple, vous deviez partager votre PC avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Dans cette situation, on a demandé justement une approche souple et humaine de la part des hiérarchies, cette approche pouvant se concrétiser soit par un aménagement de l'horaire, soit carrément une diminution du temps de travail, sans que pour autant ça ait d'impact évidemment sur la rémunération des personnes. Alors au niveau des moyens audiovisuels, on a dû très vite s'adapter à cette situation de crise. Outre le fait de mettre en place des services techniques, outils techniques pour les cellules de crise, on a bien entendu basculé sur plus de 70 salles qui pouvaient enregistrer de manière automatique tous les professeurs et professeurs, enseignants, enseignantes. Et grâce au pôle e-learning ainsi que MediaServer, nous avons pu répondre à cette demande exponentielle dans des délais très courts. Ensuite, le service audiovisuel a bien entendu dû se développer. Au niveau de ses compétences, ils sont devenus une aide à distance pour tous ces professeurs, enseignants, enseignantes, et pour répondre justement à leurs demandes. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile de passer en mode télétravail, surtout quand on a l'habitude d'avoir plus de 500 étudiants en face de nous. Donc, ils ont été très réactifs par rapport à cette demande-là. Pour la partie logistique, ça a été un réel défi, surtout au niveau des loges d'accueil qui traitent un nombre de courriers conséquent. Nous ne sommes pas un seul campus sur une seule adresse, mais 70 différentes adresses répertoriées sur tout le canton de Genève. Donc, en moins de 24 heures, nous avons dû boucler toutes ces adresses géographiques et rapatrier l'ensemble des colis sur 3 sites différents qui sont restés ouverts pour les besoins de la communauté universitaire. Et le personnel d'accueil des loges s'est à un moment donné quand même posé la question, mais pourquoi est-ce que moi je dois continuer à venir sur le terrain pour des colis, pour du courrier? Je mets ma vie en danger pour quelque chose qui n'est fondamentalement pas vital. Et à ce moment-là, on est porté par cette ambiguïté où on a envie de faire plaisir, on a envie d'être là, on a envie d'aider. Et je pense que c'est ce regain d'énergie-là qui a poussé, qui a motivé l'ensemble du personnel d'accueil des loges à revenir sur le terrain, à être là, sur place. Ils ne nous ont jamais lâchés, ils sont restés présents, ils ont répondu à l'appel. Et puis, ils se sont manifestés aussi en nous disant le plaisir qu'ils avaient à donner, à transmettre cette aide au quotidien auprès de tous les collaborateurs et collaboratrices de notre institution. Et si je peux me permettre une petite note philosophique à laquelle on a réfléchi tous ensemble avec cette équipe, c'est que l'histoire, elle s'écrit parfois dans la difficulté, mais surtout dans la solidarité. Le basculement de l'apprentissage présentiel en apprentissage en ligne s'est fait sur la base d'un socle technologique que nous avions déjà mis en place au sein de l'institution depuis 15 ans. Mais parmi tous les outils qu'il y avait à disposition, il nous a fallu identifier quels étaient les outils
qui n'existaient pas et dont les enseignants avaient réellement besoin. Et donc, suite à cette identification, nous avons choisi l'une des plateformes qui nous semblait la plus performante possible. Et nous avons dû mettre en place cette plateforme en l'espace de 5 jours. Il a fallu créer une cellule pluridisciplinaire composée de spécialistes en pédagogie universitaire, des technopédagogues, mais également des informaticiens. Et sur cette base-là, l'objectif a été triple. Le premier objectif, ça a été de pouvoir communiquer, donner les éléments d'information aux enseignants afin qu'ils puissent prendre en main les outils qu'on leur mettait à disposition. La deuxième chose, c'était réorganiser tout ce qui était la cellule d'aide entre le vendredi et le lundi, dans lequel l'enseignant basculait d'un enseignement purement présentiel à un enseignement en ligne. Il a fallu qu'il puisse prendre en main les outils. Et là, durant le week-end, il devait pouvoir être capable d'obtenir les réponses à ces questions. Et la troisième chose, ce qu'il fallait, c'est ce qu'on appelle du monitoring, du point de vue informatique, où tous les outils qu'on allait mettre à disposition devaient être performants à tout moment de la journée et de la nuit et du week-end. La transparence vis-à-vis de notre hiérarchie, pour leur dire ce qu'il se passait, au niveau des différents outils que nous mettions à disposition, mais également une transparence vis-à-vis des utilisateurs. Parce que les utilisateurs avaient besoin de cette sécurité, de savoir que les outils qu'ils utilisaient étaient toujours aussi performants et sûrs. Les mesures sanitaires changeaient de jour en jour et c'est vrai qu'on a dû décider en une journée à peu près qu'on allait passer les enseignements complètement à distance. Heureusement, on s'y est pris assez tôt et donc on a pu les déplacer à distance en une semaine. On a pu le faire parce que nous avons déjà des enseignements à distance, parce qu'on a des cellules d'enseignement à distance qui étaient assez actives, qui s'adressaient essentiellement à des gens qui étaient intéressés par cette pédagogie, mais ça nous permettait d'avoir quand même les outils pédagogiques et technologiques. Ensuite, il a fallu effectivement réfléchir à la question des examens très rapidement. Qu'est-ce qu'on pouvait exiger de nos étudiants dans un moment aussi particulier que ça? Et nous avons, avec le rectorat, édicté des très grands principes. Donc, on a gardé les examens. Les étudiants pouvaient garder leurs repères, mais on a décidé que la première tentative serait gratuite et qu'aucun étudiant ne serait prétérité s'il manquait les examens de la session de juillet. On a décidé de travailler de concertation extrêmement proche avec les facultés, avec les centres. Donc on a très vite créé une permanence qu'on a appelée la permanence des examens. On a demandé aux facultés de nous déléguer une personne par faculté et par centre. Et on s'est vu 3 fois par semaine, entre 2 et 3 fois par semaine. Ça nous a permis en fait d'échanger les bonnes pratiques, d'échanger les bonnes idées, de comprendre d'où venaient les gros problèmes qui touchaient tous les étudiants de la faculté de médecine et de trouver un chemin de crête entre, d'une part, les singularités qui devaient être réglées par les facultés et par les centres, mais d'autre part aussi une vision de l'institution qui permettait de protéger les étudiants de trop d'arbitraire. En termes de soutien aux étudiants, donc nous avons mis en place l'ensemble des prestations régulières en ligne, que ce soit les activités sportives, culturelles, le soutien à l'apprentissage, mais les grands défis, ça a vraiment été l'aide psychologique et l'aide financière. Le défi principal, évidemment, a été constitué par les besoins des étudiants en aide d'urgence, en aide financière, et c'est là qu'on a mis en place un plan de soutien très rapide et très souple, très agile pour répondre à une augmentation de plus de 100% des demandes d'aide financière de la part des étudiants qui se sont retrouvés soit sans revenus tout à coup en quelques jours, soit en besoin d'appui pour du matériel informatique pour suivre les cours à distance, soit encore pour des raisons de santé ou des raisons familiales. Pour faire face à ce dispositif nouveau, inédit, on a reçu une valeur de la part de notre rectorat qui a été de ne laisser aucun étudiant sur le carreau. À partir de cette valeur, on a pu créer de nouvelles directives très rapidement
et également fonder la confiance pour un ensemble de donateurs qui se sont rapidement mobilisés en quelques jours pour offrir à l'université et à sa gouvernance des fonds privés à mettre à disposition des étudiants. Ces fonds de plusieurs millions ont eu un impact non seulement symbolique très fort pour venir en soutien aux étudiants, mais également un impact réel, puisqu'on a pu aider déjà plus de 700 demandes. Et on peut constater que ces demandes vont permettre à ces étudiants d'aboutir au bout de leur cursus. Sans ce plan de soutien financier, ils n'auraient certainement pas pu à la fois payer leur loyer, disposer de fonds pour l'alimentation régulière, mais également mener à terme leur cursus d'études. Dans ce contexte et dans le contexte des relations internationales que nous avons avec un ensemble de partenaires à travers le monde, nous avons informé l'ensemble de nos partenaires afin de les tenir au courant de l'évolution de la situation en Suisse et aussi des mesures qui ont été prises par l'université. Et cela dans le contexte plus particulier de la question de la mobilité des étudiants, puisqu'à cette époque, un certain nombre d'étudiants étaient en mobilité, des étudiants de l'Université de Genève en mobilité à travers le monde, et l'Université de Genève accueillait un certain nombre d'étudiants venant des quatre coins du monde. Donc il fallait informer de l'évolution de la situation, et cette situation s'est trouvée complexe pour l'ensemble de nos étudiants, et particulièrement aussi pour ces étudiants et étudiantes en mobilité. Donc une grande partie de ces étudiants ont reçu des informations très précises grâce à notre service de la mobilité qui était en contact régulier avec eux. Et dans le courant du mois de mars, à fin mars, une grande partie de ces étudiants sont rentrés chez eux et poursuivi leur mobilité en suivant leurs cours en ligne, soit pour les étudiants de l'Université de Genève de suivre les cours des universités de leur accueil en ligne, soit pour les universités que l'Université de Genève accueillait, suivre les cours de l'Université de Genève en ligne. Certains ont par contre choisi d'arrêter leur mobilité et de réintégrer, si c'était possible, leur faculté d'origine. Donc le souci principal était d'avoir un traitement équitable pour tous ces étudiants et étudiantes, et c'était la raison pour laquelle notre service de la mobilité académique a suivi de près et est resté en contact avec l'ensemble de ces étudiants et étudiantes. Malgré le confinement, les contacts ont été maintenus au niveau international avec les réseaux universitaires, les réseaux tant nationaux qu'internationaux, je dirais, et un certain nombre d'initiatives, de séances en virtuel se sont développées afin de faire des échanges de bonnes pratiques dans cette situation de crise, bonnes pratiques sur les enseignements en ligne, sur la tenue des examens en ligne, sur la gestion du télétravail, sur les questions de recherche. Et donc cette situation exceptionnelle nous donne aussi l'occasion de penser le changement et de penser aussi peut-être d'avoir une réflexion sur la question de la mobilité à l'avenir. Voilà, chers amis, chers collègues, cette vidéo, nous l'avons faite pour partager notre expérience avec l'AUF. Mais nous l'avons fait aussi parce que nous souhaitons garder une trace de cet événement tout particulier que nous avons traversé. Enfin, ce n'est pas encore fini, on a encore plein de défis devant nous. Mais je crois qu'on va sortir de cette période renforcée, unis, et on va en tirer des éléments extrêmement positifs. Mais tout d'abord, j'aimerais dire à quel point je suis fier d'avoir pu être le recteur de cette université dans cette période difficile. C'est grâce à toutes les personnes qui m'entourent ici cet après-midi, les 2 personnes qui sont en train de nous filmer aussi, mais toutes les personnes, les 6500 collaborateurs, collaboratrices, les 18 000 étudiants, puis on peut encore rajouter évidemment l'ensemble des personnes, 10 000 étudiants qui font de la formation continue. Donc c'est aussi pour moi laisser une trace pour l'histoire de cet épisode très particulier que nous avons traversé tous ensemble. On en ressortira complètement différent parce que certes, effectivement, on avait pris l'habitude de développer déjà des enseignements en ligne, grâce en particulier au service informatique, grâce au service des étudiants, grâce au service qui a développé les MOOC. Mais aujourd'hui, on a accéléré de manière tout à fait spectaculaire à la fois les moyens audiovisuels qui ont été mis en place dans les auditoires pour pouvoir passer à cet enseignement à distance. Le télétravail aujourd'hui, ou auparavant, c'était une centaine ou 200 personnes qui participaient à une expérience pilote pour lancer le télétravail. Aujourd'hui, c'est toute quasiment l'université qui est en télétravail. Donc là, encore une fois, demain,
le fonctionnement de notre université sera complètement différent. Et puis, on a dû prendre aussi des mesures en termes administratifs pour faire en sorte d'alléger les procédures administratives en termes de fonctionnement de notre université. Et là aussi, je pense qu'il y a plein d'éléments qui vont être conservés pour l'avenir et qui vont nous projeter comme université du 21e siècle. Et j'en suis particulièrement fier. Donc, mes derniers mots vont à l'adresse de l'ensemble des personnes qui ont permis cette transition. Ce n'est pas le recteur, ce n'est pas le président d'université qui passe, c'est les personnes qui restent. Et ces personnes qui restent, elles sont autour de moi cet après-midi, mais elles sont dans cette université tout au long de l'année pour pouvoir faire continuer le fonctionnement de cette magnifique institution. À toutes et à tous, bon courage dans cette période particulière. On est tous soumis aux mêmes défis et le partage des expériences de ce point de vue-là est extrêmement important. J'espère qu'on y aura contribué.